Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le petit live questions-réponses. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 décembre et c'est le 180e jour de course sur cette Golden Globe Race, voilà, depuis le 1er juillet. Et bien donc les 5 concurrents qui sont encore en course donc naviguent voilà, sans discontinuer, jour et nuit, sans utiliser de moyens modernes de navigation et c'est assez exceptionnel pour le noter en début de live comme ça. Je vais vous faire un petit point météo rapide, mais je vous renvoie en fait au petit point que j'ai fait sur le tracker là il y a 2 ou 3 heures maintenant. Vous savez, on fait des petits lives où on commente en fait le tracker de la course. Et là, vous aurez des informations beaucoup plus précises. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que Jean-Luc Vandenesse est toujours en tête. Il a 1000 milles d'avance sur Mark Slatz. Donc Jean-Luc, lui, vient de passer le poteau noir assez facilement. Donc Mark Slatz, lui, est en approche. Il n'a pas passé l'équateur encore, lui, de son côté, donc du fait des 1000 milles d'écart. Mais il s'avère, enfin en tout cas les prévisions météorologiques sont assez optimistes concernant le passage du poteau noir pour Mark Slatz, puisqu'il devrait quasiment être inexistant quand lui arrivera donc dans cette zone qu'on appelle de convergence intertropicale entre les deux hémisphères et qui est généralement assez compliqué selon les périodes de l'année à passer. Là, il se trouve que à cette période-là, c'est beaucoup moins actif et tant mieux pour les concurrents, tant mieux surtout pour Jean-Luc, ça lui permet de maintenir son avance sur Mark Slatz. À d'autres périodes, ça aurait peut-être eu un effet tampon qui aurait permis à Mark de revenir sur lui. Mais pour l'instant, voilà, la situation est relativement stable pour les deux bateaux. C'est un angle avec lequel Jean-Luc est relativement à l'aise pour l'instant, et ça va durer encore quelques jours. Derrière, au courant de mât, lui, il continue à monter vers le nord, mais la configuration est très incertaine pour les jours à venir, donc difficile pour nous de dire comment ça va fonctionner pour lui. Mais en tout cas, donc il est toujours en 3e position, devant notre ami Isvan Kopar qui est à 500 000 du Cap Horn. Et lui, c'est pareil, il devrait avoir des conditions, certes, relativement musclées, considérant le fait, les références qu'on peut avoir nous ici, mais pour le Grand Sud, ça reste un temps relativement calme, même qui devrait se calmer encore un petit peu. Et là, donc, il est à 500 000 du Cap Horn et il espérait y être pour le 1er janvier. Ce sera visiblement un petit peu plus tard, mais une fois encore, voilà, il va le passer dans des conditions relativement clémentes à l'échelle du Grand Sud. Et notre dernier concurrent, c'est notre ami Tapio Lehtinen. Donc lui, il est à 2800 000 du Cap Horn, dans des conditions relativement modérées aussi. Et ça va se calmer encore un petit peu dans 2 jours, et ce sera peut-être l'occasion pour lui d'essayer d'enlever un petit peu les bernacles qu'il a sur sa coque et qui le ralentissent malgré tout. Il est donc au milieu de l'océan Pacifique et il devrait logiquement, si tout va bien, passer le Cap Horn fin janvier, au moment où Jean-Luc et peut-être Mark Slatz devraient revenir au Sable d'Olonne. Donc voilà pour les dernières informations, et je vous renvoie une fois encore au petit live que j'ai fait tout à l'heure sur le tracking, qui est beaucoup plus long et beaucoup plus détaillé. Donc on va attaquer les questions tout de suite. Stéphane Eddy, un habitué des questions-réponses, qui nous demande est-ce qu'on a des nouvelles de l'état de santé d'Igor Zaretsky, donc qui s'est arrêté à Albany dans le sud-ouest de l'Australie. On n'en a pas encore, mais on va bientôt en avoir. Donc dès qu'on en aura, on vous en fera part, évidemment. Deuxième question, à Rossena José, on a compris que l'organisation allait décider du moment où VDH devrait s'arrêter pour remplir sa pénalité. Ce serait plus juste qu'il poursuive et attende une fois la ligne franchie, les 18 heures en question, vu que s'arrêter 18 heures dans la pétole ou dans la pétole ou quand on fait une route directe à 7 nœuds, ce n'est pas pareil. Oui, c'est sûr, les pénalités, évidemment, de temps ne sont pas, on va dire,
n'ont pas le même effet suivant les conditions dans lesquelles on évolue, mais une pénalité. Là-dessus, c'est assez, comment dire, il faut bien définir une règle, et la règle définie sur cette course est celle-ci, et effectivement, la configuration météorologique joue, mais voilà, ça s'est décidé sur une logique de temps, et c'est comme ça que la pénalité va se dérouler. Un des bouts d'avis, cette course est géniale, mais pour des raisons de sécurité, ne pensez-vous pas qu'il serait mieux que les prochaines éditions autorisent les concurrents à recevoir des fichiers de façon moderne? Cela n'enlèverait rien à l'esprit de la course, qui resterait une aventure extraordinaire, mais qui permettrait d'éviter ce qui peut s'apparenter à une loterie où les concurrents subissent des tempêtes démentielles sans les voir venir. Vous avez bien autorisé l'enrouleur de phoque, pourquoi ne pas autoriser les fichiers GRIB? Par rapport à cette question, ce qu'on peut dire, c'est que l'organisateur lui est attaché au fait de ne pas mettre d'ordinateur à bord, et pour recevoir des fichiers GRIB, eh bien, il faut utiliser un ordinateur, donc ce n'est pas possible dans ces conditions-là. Il faut savoir qu'il y a une veille permanente de la part de l'organisation sur la météo qui concerne les coureurs, et qu'à plusieurs reprises, les concurrents ont été prévenus des tempêtes qui les menaçaient suffisamment à l'avance pour que les concurrents aient une conduite adaptée, privilégiant la sécurité et évite le plus gros de la tempête. L'organisateur ne penche vraiment pas dans cette perspective d'équiper les bateaux d'ordinateurs pour recevoir des fichiers GRIB. C'est le concept de la Golden Globe Race, c'est vraiment un petit revival de cette édition initiale qui avait été organisée il y a 50 ans, et qui avait donné le premier tour du monde à la voile sans escale, enfreindre finalement ce concept, ce serait nier l'idée de ce revival de la course. Donc ce sera une autre course, mais ce ne serait pas la Golden Globe Race. Donc en 2022, il n'y aura toujours pas d'ordinateur à bord des bateaux. Et pour revenir sur la question des phoques à enrouler, on ne peut pas les comparer techniquement aux fichiers GRIB, parce qu'il faut savoir que Sir Robin Knox Johnston, quand il a fait sa Golden Globe, il avait un enrouleur, mais lui de grand voile. Donc on reste quand même avec les enrouleurs de voile d'avant dans une symbolique qui fonctionne à ce niveau-là, ce qui n'est pas du tout le cas des ordinateurs. Troisième question de Bernard Collet, question sur cette pénalité à nouveau des 18 heures de Jean-Luc. Il doit le faire vers les 20 degrés nord, si j'ai bien compris, il devrait y avoir du vent, et ce serait plus ou moins pénalisé en fonction de l'avancée de Marc. Si Marc est dans la pétole, c'est tout bon. Si Marc avance à 7 nœuds, c'est cher payé. C'est un peu la même réponse que tout à l'heure. Effectivement, on ne sait pas dans quelles conditions va s'effectuer la pénalité, mais c'est une logique de temps, et il faut bien qu'elle s'applique d'une façon ou d'une autre, quelles que soient les conditions météorologiques. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que cette pénalité-là, au départ, elle avait été prévue à 45 degrés nord, et qu'en fait, elle a été rétablie, en tout cas, elle a été ramenée à 20 degrés nord, puisque on n'avait pas anticipé que les bateaux iraient aussi vite, entre guillemets, parce qu'on voyait les moyennes un petit peu moins élevées quand on se projetait sur cette course qui est en train de se terminer. Et donc, pour des raisons de sécurité, à cette époque de l'année, il est beaucoup plus sûr de réaliser une pénalité dans des zones où on sait qu'il n'y aura pas de tempête. Donc c'est pour ça qu'elle a été ramenée à 20 degrés nord. Parce qu'à 45 degrés nord, à cette époque de l'année, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et la pénalité qui consiste à en fait ne pas dépasser le 45e degré, et même de rester en dessous pendant 18 heures, aurait pu être très compliqué au milieu d'une tempête. Donc c'est ce qui a motivé la modification de cette pénalité. Et ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que la pénalité va être déclenchée quand, si on parle de Jean-Luc, puisque c'est lui qui est concerné, quand il atteindra le 20e degré, il va lui être signifié
il vient de passer cette zone-là, enfin cette limite-là, et il devra rester en dessous pendant 18 heures. Il sera à nouveau signifié qu'il peut repartir au bout de ce temps qui lui est assigné. C'est pas négligeable parce que cette mention-là de l'organisateur, puisque Jean-Luc a en plus des petits soucis de sextant. Ces deux sextants ont perdu en précision parce qu'ils ont été un petit peu endommagés. Donc il aura une petite assistance à ce niveau-là, de façon à ce qu'on soit sûr que ce soit réalisé de la façon la plus précise possible. Bernard Collet à nouveau, est-ce que le mât de VDH tient encore suffisamment quand il sera bâbord à mur pour ce finish? Ça va être dur. Alors difficile pour nous d'évaluer l'état dans lequel est le mât de Jean-Luc. Ce qui est sûr, c'est que Jean-Luc est sûrement la personne, une des personnes au monde les plus qualifiées pour préserver son mât, quelles que soient les conditions météorologiques. Donc on lui fait confiance, quelles que soient les conditions, pour faire le maximum pour que son mât tienne jusqu'au bout. Et voilà, difficile de dire quel temps il fera quand il reviendra au Sable d'Olonne, mais c'est prévu aux alentours de la fin janvier. On sait que fin janvier, au Sable d'Olonne ou dans le golfe de Gascogne, ça peut taper très fort, effectivement, mais bon, on a affaire à un des marins les plus expérimentés au monde, hein, si ce n'est le plus expérimenté, considérant le fait qu'il a 73 ans et qu'il continue à faire des courses autour du monde. Donc la seule réponse que je pourrais apporter à ça, c'est que voilà, Jean-Luc est sans doute le plus à même, lui, de ne pas, en tout cas, aller au-delà de la limite qu'il estime suffisante pour que son mât se maintienne debout. Bernard Collet nouveau, il y a une seule vidéo de Marc dans la tempête et aucune des autres concurrents. Y en a-t-il d'autres ou n'y en a-t-il pas, faute d'image? Alors, on a fait une petite vidéo là qui a été diffusée au Salon Nautique, qui est à retrouver sur la chaîne YouTube de la Golden Globe Race et qui reprend plusieurs images de tempêtes qui ont été récupérées lors de notre escale à Hobart. Il y a des images de Susie Goodall, de Tapio Lehtinen, de István Kopár. Et donc cette petite vidéo, vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube de la Golden Globe Race 2018. Voilà, donc c'est effectivement, on n'a pas eu énormément d'images puisque celles-ci ont été récupérées à Hobart. Donc il y en a d'autres effectivement qu'on n'aura jamais du fait que les concurrents se sont arrêtés avant, mais voilà, c'est comme ça et on n'y peut pas grand-chose pour l'instant. Donc Alexia Kuk, bonjour, vous parlez du 22 avril pour une remise des prix. Tapio aura-t-il fini? Alors, théoriquement, Tapio devrait, s'il continue sa progression telle qu'elle est actuellement, il devrait arriver juste à ce moment-là. Donc on espère qu'il sera là pour la remise des prix. On n'en est pas sûr évidemment puisque les aléas sont nombreux sur une course aussi longue et aussi difficile. Mais en tout cas, théoriquement, c'est tout à fait possible. Voilà. Voilà ce qu'on peut répondre pour l'instant. Bernard Collet, des nouvelles de Igor, est-ce qu'il a abandonné puisqu'il n'est plus dans le classement? Donc pour revenir sur Igor, il n'a pas abandonné, il n'est plus dans le classement puisqu'il est passé en catégorie Chichester. La catégorie Chichester, c'est une catégorie qui compte en fait les marins qui se sont arrêtés au moins une fois et donc ils ne sont plus dans le classement de la Golden Globe Race, mais ils sont dans la catégorie Chichester. Voilà, donc toujours en course, on les suit. Donc en catégorie Chichester, Igor est toujours en course, mais pas dans la Golden Globe Race. Est-ce que Tapio sera dans les temps pour passer le Horn? Il avance doucement. Donc Tapio, je viens de le lire, il est à 2800 000 du Cap Horn. Il devrait le passer fin janvier a priori. Jusqu'à fin mars, a priori, il reste dans une période météorologique qui est moins défavorable que celle qui suit. Donc logiquement, oui, si c'est ce qu'on appelle être dans les temps, enfin passer dans les périodes les moins menaçantes, Tapio est tout à fait dans les clous à ce niveau-là. Et une dernière question de Pierre-Yves Salomon. Pourquoi cette course est-elle totalement absente des médias usuels? Alors, totalement absente, c'est pas vrai. Elle mérite sans doute, et ça je serais tout à fait d'accord, l'attention qu'elle mérite. Elle
elle ne bénéficie pas, pardon, de l'attention sans doute qu'elle mériterait, cette grande aventure. Mais voilà, c'est une nouvelle course et en plus, nous, on a un budget très très faible pour la médiatiser. Donc ça, c'est vrai que ça joue beaucoup, forcément. Vous savez que c'est toujours important quand un nouvel événement se crée, eh bien de relancer les médias, de contacter les journalistes. Et nous, on n'a pas les moyens vraiment de le faire puisqu'on fait un peu tout et que le temps qui nous est imparti sur ce sujet-là est relativement faible. Malgré tout, vous voyez, là, on vient d'envoyer des images de VDH à tout le sport qui vont être diffusées sur France 2 ce soir ou demain. Il y a une grosse audience aussi à travers le monde. On touche une cinquantaine de pays. La France en premier avec à peu près 50% de l'audience. Ensuite, ça a 25% en Angleterre et les 25 autres % pour le reste du monde. Et il faut savoir aussi que la course étant très longue, évidemment, eh bien comment dire, les retombées médias sont aussi beaucoup plus diffuses. Mais quand on compilera à la fin de l'événement toutes ces retombées-là, on risque d'obtenir des chiffres qui seront quand même relativement importants. Voilà, donc il y a beaucoup de paramètres qui jouent effectivement pas forcément en notre faveur, mais personnellement, je crois, je suis assez quand même optimiste quant au succès des premières arrivées au moins, considérant que ce serait quand même un fait totalement exceptionnel et vraiment magnifique de voir un homme de 73 ans gagner une course autour du monde qui aura duré plus de 200 jours. Ça, c'est quelque chose qui peut mériter un intérêt international dans le monde spécialisé de la voile, mais aussi sur un plan beaucoup plus large, juste en termes d'information générale. Ça peut être quelque chose d'énorme, et enfin c'est quelque chose d'énorme qui méritera sans doute d'être documenté, et on espère que si ce scénario-là se réalise, eh bien que l'intérêt sera à la hauteur de ce qui sera en train de se passer. Donc voilà un petit peu pour les questions de cette fin d'année 2018. La prochaine fois, a priori, que je répondrai à nouveau aux questions, eh ben, on sera en 2019. Et croyez-le ou non, eh ben, ce sera bientôt la fin de la Golden Globe Race. En tout cas, ce sera les premières arrivées commenceront à se profiler. Elles sont prévues pour la fin janvier. Et eh ben, malgré la lenteur, entre guillemets, de cette course qui s'étend vraiment sur de longs mois, eh ben ça reste finalement relativement court à l'échelle de ce qu'on peut imaginer en termes d'expérience vécue quand on a la tête dans le guidon comme nous. Donc voilà, c'est assez, ça crée tout un tas de sentiments un petit peu contradictoires, mais voilà, c'est ça aussi l'aventure, c'est beaucoup comment dire, de montagnes russes émotionnelles voilà, je suis un petit peu fatigué, excusez-moi, avec ces fêtes-là. Je cherche mes mots aujourd'hui dans le commentaire du tracking, c'était déjà un petit peu le cas. Donc je vais plutôt m'arrêter là, et puis je reviendrai plus en forme peut-être la semaine prochaine. Voilà, allez, ciao.